La laïcité, si on prend à proprement parler le texte, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est de dire que l'État, à travers ses représentants et ses institutions, est neutre, qui reconnaît et qui subventionne aucun culte. Par contre, si on prend à proprement parler le texte, les individus n'ont pas l'obligation de l'être. Et la liberté politique et la liberté religieuse à les protéger. Donc ça, c'est la conclusion à laquelle on arrive quand on prend uniquement le texte de 1905, mais qu'on fait abstraction du processus historique de sécularisation qui a permis ce texte de 1905. Dans les faits, si on regarde la laïcité telle qu'elle s'est vécue au cours du XIXe siècle, on s'aperçoit qu'à des moments, elle l'a pour s'imposer, pour imposer, entre guillemets, un consensus, un contrat social pour tous, elle a eu besoin à des moments donnés de limiter la liberté de culte. Parce qu'au XIXe siècle, la neutralité de l'Église dans les affaires publiques, avec des religions qui étaient omniprésentes, c'était impossible. Donc, on va avoir une classe politique qui va mener un énorme travail de sécularisation à marche forcée de la société, avec notamment la nationalisation d'écoles, d'hôpitaux, de cimetières, la dissolution d'ordres religieux, la constitution civile du clergé, le remplacement du personnel religieux de l'armée par du personnel laïque, l'expulsion des congrégations religieuses de l'armée, la réécriture des programmes scolaires, et voir en 1905, c'est très intéressant, au moment de la Commune de Paris, l'interdiction de la soutane en dehors des lieux de culte. Donc, dire qu'en fait la laïcité, c'est uniquement une séparation de l'Église et de l'État et qu'il n'y a pas eu un processus de sécularisation qui a rendu possible cette séparation, en fait, c'est nier l'histoire de la laïcité. Autre exemple, au cours du XXe siècle, la laïcité, ça va pas être ça n'a pas non plus été une liberté de culte totale. À un moment donné, la laïcité, elle a limité la liberté de culte pour défendre le choix à l'autodétermination des enfants. C'est-à-dire qu'en 1937, il y a ce qu'on appelle la circulaire Jean Zay, ministre du Front populaire, qui interdit les objets et les tenues religieuses au sein des écoles parce qu'il estime que les écoles sont des endroits qui doivent être neutres et qu'il faut protéger la liberté de conscience des individus en devenir. Donc, historiquement, la laïcité, elle a été possible parce qu'à un moment donné, l'État s'est donné les moyens d'affronter les religions et d'imposer un contrat social autour de la neutralité. Et pour que ce consensus soit possible, à un moment donné, il a fallu affronter les religions et il a fallu remettre en cause des libertés religieuses. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut affirmer qu'on a, entre guillemets, un danger islamiste, un danger fondamentaliste, et pour que la laïcité soit vivable et soit possible, il va falloir, à un moment donné, faire des petites entorses, faire des petites atteintes à la liberté religieuse, parce que la liberté religieuse, en fait, elle passe après l'autodétermination des individus et la liberté des individus. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, pour aller dans ton sens, je voudrais faire une distinction que fait Spinoza, que j'aime beaucoup, en fait. C'est-à-dire que pour lui, en fait, quand il parle de liberté religieuse, il scinde en fait cette liberté religieuse en deux. C'est-à-dire que pour lui, il y a ce qu'il appelle la religiosité externe, c'est-à-dire tout ce qui est montré, tout ce qui est du domaine de la démonstration de la foi. Et puis il parle de la religiosité interne qui ne doit avoir aucune limite. Et il parle également de la liberté d'expression qui, selon lui, doit avoir aucune limite également. Par contre, il met une limite à la religiosité externe qui doit se conformer aux lois du pays dans lequel elle évolue. Donc, je tenais à faire cette distinction pour faire comprendre en fait où je veux en venir après. C'est tout simplement, alors tu rappelais en fait le contexte d'avènement de la loi de 1905. Je suis d'accord avec toi et je suis d'accord également sur le fait qu'il faut percevoir la laïcité comme un mouvement qui est dynamique en fait. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas née en 1905 et elle ne se réduit pas à 1905. Certains font remonter la laïcité à Montaigne, certains font remonter la laïcité au traité de Westphalie quand les États européens ont décidé d'arrêter de se faire la guerre pour des raisons religieuses. Donc, c'était l'avènement de la laïcisation des rapports internationaux et des rapports diplomatiques. C'était pas rien. C'était la première fois dans le monde que ça arrivait. Et donc, en fait, la laïcité, c'est un processus dynamique. C'est là où je voulais en venir. Et ce processus dynamique, à un moment,
a permis l'avènement de cette loi extrêmement importante qu'est la loi de 1905, même si, je le répète, on ne peut pas réduire la laïcité à la loi de 1905. Et il faut se rappeler également que la loi de 1905 cite nommément les chrétiens. Donc, dans une perspective dynamique et dans une problématique ponctuelle de la loi de 1905 autour des chrétiens, moi, je ne serais pas contre le fait qu'aujourd'hui, puisque nous avons une problématique autour des musulmans, qu'il y ait des lois qui citent nommément les musulmans sur des sujets sur lesquels ils testent la République et sur lesquels ils posent problème dans l'espace public français. Alors après, ça pose la question de la constitutionnalité de ces lois, parce que une loi pareille, elle serait cassée par le Conseil constitutionnel, je pense. Ça veut dire que la loi de 1905 n'est pas valide alors? Je pense qu'en fait, personne en fait n'a fait de recours au Conseil constitutionnel, parce que comme c'est une loi qui fait l'unanimité, personne n'a jugé utile de faire un recours. Alors Mais comment peut-on se baser? Il faut savoir qu'il y a des lois qui sont inconstitutionnelles, mais qui sont en activité, tout simplement parce que le Conseil constitutionnel, il se saisit pas de lui-même. Ouais, mais il se saisit pas de lui-même, il faut le saisir. Si personne ne le saisit, ça passe. Le Conseil constitutionnel est censé être cohérent. On peut pas se référer. Enfin, il y aurait un débat extrêmement intéressant, parce qu'on peut pas se référer à la loi de 1905 comme le font nos politiques pour tout et rien, et dire que la loi de 1905 est l'alpha et l'oméga de la laïcité, et dire qu'en même temps, on peut pas viser nommément une autre religion, alors que c'est précisément ce que fait la loi de 1905. Je sais pas. Après, je suis pas. Moi, je verrais pas de problème à ce qu'il y ait une loi. Je veux dire, il y a un contexte. Dans le contexte dans lequel les chrétiens posaient problème et dans lequel où on voulait séparer en fait le pouvoir que les chrétiens avaient pris sur le pouvoir politique français, eh bien, on a nommé les chrétiens et on leur a fait une loi qui a permis de s'affranchir du pouvoir temporel chrétien. Eh bien là, on a des musulmans qui testent les lois de la République, on a un islamisme qui se développe et qui teste d'une manière organisée jusqu'à dans les institutions européennes les lois de la République. Je ne verrais aucun problème, moi, à ce qu'il y ait des lois qui soient dirigées nommément contre les islamistes et contre les dérives islamiques, et non pas contre les musulmans, puisqu'en France, je le rappelle, il y a cette fameuse distinction qui a permis l'abolition du blasphème, qui est très importante et que peu comprennent, c'est qu'il y a une grande différence en France. Nous avons le droit de critiquer et de chier sur toutes les croyances, mais nous avons le devoir en même temps de protéger et de respecter les croyants. Oui, alors après, bon, je te rejoins sur à peu près tout. Le fait de citer nommément les musulmans, c'est vrai que je me suis pas posé la question, donc je vais pas développer plus. Je sais pas si vraiment ça rapporterait quelque chose. Je pense qu'on peut faire énormément de choses sans forcément les nommer. En fait, ce que ça apporterait dans mon esprit, c'est la franchise. Parce qu'on nous accuse souvent, et à raison, d'être des hypocrites. Non, s'attaque pas à l'islam, mais les lois, elles sont clairement faites pour eux. Oui, on le sait, et c'est un secret de polichinelle. Donc, à un moment, il faut assumer ses idées, il faut assumer ce qu'on fait, et il faut assumer le fait qu'aujourd'hui, en contexte actuel, après 300 morts sur notre territoire, eh bien, il y a des courants de l'islam qui posent problème, et on doit s'attaquer à ça. Bah, tu crois que tu m'as convaincu en fait. Je suis assez moi effectivement, moi je pense que le cœur du problème aussi, c'est qu'on n'assume pas nos idées, on n'assume pas ce qu'on est, et peut-être qu'effectivement le fait de pas nommer l'ennemi, c'est assez problématique. Moi je pense qu'il faut qu'on réaffirme vraiment les bases de notre contrat social et qu'en fait on assume, on arrête d'avoir peur, et qu'une fois que nous on sera au clair sur ce qu'on veut comme modèle de société, progressivement, les fausses, elles vont se résorber d'elles-mêmes, en fait. Exactement. Moi, je pense que après, il faut pas que tout passe par l'État non plus. C'est-à-dire que, pour moi, légiférer, c'est déjà une défaite. Comment je peux expliquer ça? Une société, c'est pas que des lois, en fait. Une société, c'est un tas de coutumes, c'est un tas de mœurs, de valeurs qui sont partagées par l'immense majorité des membres, qui sont implicites, mais qui sont reconnues par l'immense majorité des membres et qui nous permettent de faire société. Je vais prendre un exemple. Si demain, je décide de ne plus dire bonjour à personne, en soi, je fais rien d'illégal. Mais je vais provoquer de la gêne, je vais provoquer de l'agacement parce que je contreviens à un code social. Et je vais me mettre en marge de la société et socialement, je vais en payer le prix. Pareil, si demain, je suis cadre et je décide de venir au boulot en short,
ça ne va pas être accepté. Je ne fais rien d'illégal, hein, mais ce ne sera pas accepté par les gens autour de moi et je risque, entre guillemets, d'être rétrogradé ou d'être licencié parce que j'ai brisé un attendu social. Le problème avec le libéralisme culturel, c'est qu'il nie l'existence du contrat social. Il nie l'existence de ces normes, de ces attendus sociaux, de ces codes qui sont implicites et qui nous permettent de faire société. Et quand, à un moment donné, on ne partage plus ces codes, qu'on ne partage plus ces implicites, on se retrouve dans une société où on n'a plus de valeurs communes et où on finit par être les uns contre les autres ou dans des espaces fermés où on ne se fréquente plus. Et le fait qu'on soit obligé de légiférer sur des choses qui relevaient de l'évidence avant, ça montre déjà qu'on ne partage plus de codes. Dans une société où les codes sont partagés par tous, la question du burkini, elle ne se pose pas en fait. Si demain tu vas en Islande, par exemple, ou dans un pays nordique où il y a peu de musulmans fondamentalistes, personne ne se pose la question de la pertinence d'une loi pour interdire le burkini, parce qu'en fait, il n'y a pas de burkini. Et ce que doit être une tenue de bain, ça ne fait pas l'objet de débat parce que tout le monde est d'accord sur ce que doit faire une tenue de bain. Donc, pour moi, le fait qu'on soit obligé de légiférer, déjà, c'est une défaite. Ça veut dire qu'on fait plus société. Quand on est obligé de légiférer sur des évidences, c'est qu'on fait plus société. Et déjà, pour moi, c'est une défaite. Après, je voudrais dire une deuxième chose. Je ne me prononce pas sur la pertinence ou pas de légiférer sur le burkini. Je te rejoins tout à fait sur l'interdiction du voile pour les mineurs, parce que j'estime que là, pour le coup, on a entre guillemets les armes pour que ce soit accepté par tout le monde, parce qu'en fait, c'est comme ça touche des mineurs, je pense que ce sera accepté par la société. Par contre, je pense que si à un moment donné, on légifère sur des trucs, ça ne doit pas nous faire oublier que la solution, elle ne pourra pas passer que par des lois. Parce qu'on ne pourra pas légiférer sur tout. C'est impossible de légiférer sur tout. Une société, ce n'est pas que des lois. C'est à nous aussi, en tant que citoyens, de réaffirmer ce qu'on est et de refuser une société atomisée où chacun fait ce qu'il veut, en fait. Il faut qu'on réaffirme au quotidien qu'on est un groupe social, qu'on est une communauté de destin, qu'on est porteur de valeurs et qu'on refuse les comportements qui dérogent à la règle. Je vais prendre un exemple très concret parce que pour moi, il est assez révélateur de ce qu'il faut faire. Moi, je suis d'origine corse et il y a eu un cas de burkini en Corse qui a fait un peu polémique. En 2016 ou en 2015, à Cisco, sur une plage en Corse, il y a une femme qui est venue en burkini sur une plage. Et les autres personnes qui étaient sur la plage, au lieu de faire semblant de ne pas voir, ils ont été la voir et ils lui ont dit « Madame, on est désolé, mais ça ici, ça ne va pas être possible en fait. Ça, nous, on n'accepte pas. » Moi, je considère que ces gens-là, ils ont bien fait. Je considère que c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut se réaffirmer en tant que communauté, affirmer qu'on a des codes, qu'on a des attendus sociaux et il faut arrêter d'avoir peur de se réapproprier l'espace. Voilà. Il faut montrer notre désapprobation face à certains comportements et il faut se réapproprier l'espace. Parce que si nous, on ne le fait pas, le camp d'en face, l'appropriation de l'espace, il le fera. Donc, j'estime qu'on a, nous, en tant que citoyens, le devoir au quotidien de montrer notre désapprobation de certains comportements, de montrer notre hostilité à certaines tenues et que ça, au quotidien, si on le fait tous, ça va permettre, entre guillemets, aux gens de se positionner. C'est-à-dire que si au quotidien, on montre qu'il y a des choses qui nous heurtent parce qu'on estime que ce n'est pas ça notre contrat social et que ça nous heurte, parce que ça heurte la vision qu'on a des rapports entre les hommes et les femmes, les gens, ils vont être face à un dilemme. Soit je m'assimile parce que j'ai envie d'appartenir à cette société. Donc, je vais faire des compromis et finalement, je vais, entre guillemets, rentrer dans le moule. Soit vraiment, je n'ai pas envie d'appartenir à cette société et dans ce cas-là, je pars. Dans ce cas-là, si vraiment je n'ai pas envie d'appartenir à cette société, je prends mes clics et mes claques et je vais construire ma vie ailleurs. Mais je pense que nous, on a aussi une part de responsabilité. On ne peut pas juste dire à l'État, tiens, fais le travail, fais des lois pour tout et au quotidien, on baisse les yeux et on fait comme si… s'il y avait des choses qui n'étaient pas problématiques. On a des valeurs, on a des codes sociaux, on n'a pas à en avoir honte, il faut les affirmer au quotidien. Je suis d'accord avec toi et donc du coup, le corollaire de ce que tu dis, c'est que tout simplement, on est trop tolérant et on tolère l'intolérable pour reprendre Voltaire. Tout à fait. Exactement. Et donc, je voulais moi, en fait,
aller dans ton sens. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'effectivement, on ne pourra pas légiférer sur tout et que ce n'est pas à l'État de faire tout le boulot. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut légiférer sur les grands points, sur les choses qui sont très importantes, comme protéger l'enfance, comme protéger les enfants du communautarisme à l'école. Mais on ne peut pas légiférer sur tout, effectivement. Et tu dis que quand on est obligé de légiférer sur des évidences, c'est qu'il y a un problème. Là, je te rejoins complètement, encore une fois. Mais du coup, ça pose encore une fois le problème de l'immigration. Alors, de l'immigration, pas forcément, mais en tout cas de l'assimilation de cette immigration. Parce que comme le dit Samuel Huntington dans son Choc des civilisations, un livre que je recommande, même s'il est très polémique, eh bien, il explique qu'il n'y a absolument jamais aucune civilisation qui a vécu sans civilisation. Parce que c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on a des pays qui vivent avec plusieurs civilisations sur un même espace géographique. Et une civilisation qui vit avec plusieurs civilisations, c'est une civilisation qui n'a pas de civilisation. Et c'est ce qu'on essaye de nous faire adopter en France, c'est-à-dire une civilisation sans civilisation. C'est-à-dire qu'une civilisation, en fait, c'est un socle culturel, c'est des valeurs communes. Mais si on a des civilisations différentes avec des anthropologies différentes sur un même espace géographique, on a une civilisation qui n'en est plus une. Donc, il faut refaire civilisation. Et puis, Samuel Huntington nous dit aussi quelque chose de très important qui me paraît aussi important à dire dans le registre de solutionnement en fait des problématiques dont on parle. C'est tout simplement en fait d'arrêter de vouloir imposer notre culture de par le monde. L'homme occidental veut toujours imposer de par le monde ce qu'il est. Il estime que les droits qu'il a formés, les droits qu'il a développés, la philosophie qu'il a développée, qui est magnifique, j'en suis, mais c'est notre philosophie, ce sont nos us et coutumes, c'est notre culture. On doit la défendre sur notre sol et on doit être inflexible sur notre sol. Ça s'appelle la territorialité du droit. C'est-à-dire que la philosophie qui donne chez nous des droits doit s'appliquer sur notre territoire sans aucune concession. Mais par pitié, laissons les autres civilisations tranquilles. Elles ont le droit à l'existence et elles ont le droit au respect et elles ont le droit de vivre comme elles l'entendent et comme elles le souhaitent. Cessons de donner des leçons de morale partout dans le monde et commençons par faire respecter nos propres lois chez nous.